Ici, l'homme et la nature semblent se soustraire au monde extérieur. D'autres lois régissent cette terre. C'est le seul endroit d'Australie où les enfants ont le droit de venir à l'école pieds nus. Les écoliers rédigent aussi l'annuaire de l'île, dans lequel chaque habitant figure sous un sobriquet. La vie s'écoule à un tout autre rythme. Le rythme de Lord Howe. L'île est un mythe et une destination touristique qui se paye cher. L'évoquer suffit à faire rêver la plupart des Australiens. La limitation du nombre de visiteurs en fait un but d'excursion hors du commun réservant bien des surprises. Ici, de nombreuses formes de vie connues ont revêtu une apparence toute différente. Aussi bien au-dessus qu'en dessous de la surface de l'eau. Ici commence un univers étrange. Habituellement orange et blanc, le fameux Nemo s'est transformé en espèce à part. À Lord Howe, le poisson clown est vêtu de blanc et de noir. En apparence, c'est un récif corallien comme les autres. Mais à cette latitude, il ne devrait pas exister. Il y fait trop froid. Pourtant, une infinité d'espèces tropicales vivent ici au milieu de structures bizarres qui encerclent l'île. Et tout à côté du récif, éponges et algues des mers froides se sentent comme chez elles. Deux mondes coexistent. Tout autour de Lord Howe, plusieurs courants originaires du pôle sud et de l'équateur créent une promiscuité de biotopes totalement disparates, alternant eau tropicale et eau froide. La faune subaquatique migre constamment entre deux milieux. Dans le récif corallien le plus méridional du monde, des êtres vivants qui ne devraient en principe jamais se rencontrer se côtoient dans un espace très réduit. Mais l'écosystème de Lord Howe est extrêmement fragile. Le moindre changement entraîne une catastrophe. Autrefois, des pétrels venaient couver sur cette presqu'île. Aujourd'hui, on n'y trouve plus que des fous masqués. Le frêle équilibre a subitement basculé. Yann a d'abord examiné le comportement des nouveaux habitants. L'ornithologue connaît les rituels de ces oiseaux qui restent fidèles à leurs partenaires jusqu'à la mort. Et il a découvert pourquoi les oisillons tachetés du fou masqué peuplent un endroit autrefois habité par des pétrels. Une infime intervention humaine a complètement modifié ce milieu naturel. Cette belle herbe couvrait toute la région de Mutton Point jusqu'en 1948, date à laquelle a été planté du kikuya. Cette herbe a presque tout envahi, favorisant les fous masqués car ils peuvent parfaitement y nicher. Par contre, les pauvres pétrels ne viennent plus faire leur nid ici, parce que cette herbe rase obstrue l'entrée de leur nid, construit dans une cavité. L'élégance aérienne des parents contraste encore avec la maladresse de leur progéniture. La scène a beau paraître idyllique, l'équilibre naturel n'en est pas moins rompu. Sur Lord Howe, ce type de problème se rencontre partout. Partout où l'homme intervient sans égard pour l'environnement. L'île a été découverte en 1788. Mais ce n'est que 40 ans plus tard que 5 familles viennent tour à tour s'y installer. Leur détermination à vouloir rester sur cette île coupée du monde est stupéfiante. Dans les premières décennies, les périodes de famine n'ont rien d'exceptionnel.
Aujourd'hui, leurs descendants déterminent le destin de l'île et défendent leur bout de terre contre les nouveaux arrivants. Jusqu'au milieu des années 70, les contacts avec le monde extérieur étaient rares. Souvent, le bateau de ravitaillement ne passait pas pendant des semaines. Malgré les avions et les moyens de communication modernes, la crainte de rester coupé du monde demeure. Les insulaires ont acheté un cargo. Il accoste 2 fois par mois pour livrer des vivres commandés par téléphone au supermarché du continent. De la bétonnière au bureau, en passant par la voiture et le stylo, tout ou presque a transité par le ventre de ce navire avant d'arriver à Lord Howe. Mais la construction du ponton a suffi pour bouleverser la baie. Ces piliers de bois ont attiré d'innombrables poissons charrayés. Ils restent toujours en banc serré pour se protéger des prédateurs. Et depuis la construction du ponton, ces derniers ne manquent pas. Les ordures attirent régulièrement des raies qui se feraient un plaisir de croquer un poisson-chat. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent et le géant de plus de 2 mètres d'envergure repart bredouille. Généralement, les changements qui s'opèrent sous la surface de l'eau échappent au regard de l'homme. Qui se soucie des mollusques, algues ou autres vies microscopiques qui, accrochés à la coque du bateau, sont introduits dans l'île? Pourtant, tout nouveau contact avec le monde extérieur pourrait être fatal à cet écosystème fragile. Au-dessus de la surface de l'eau, l'identification des intrus est nettement plus commode. En 1918, un passager clandestin arrive sur l'île de Lord Howe. A-t-il voyagé dans les cales ou dans un container? Peu importe, le mal est fait. Depuis l'arrivée du rat, rien n'est plus comme avant. Quelques années plus tard, 9 espèces d'oiseaux avaient disparu. Et l'homme participe activement au massacre. Il ne se doute pas que les oiseaux ne sont que les premiers à quitter l'île pour toujours. Les rongeurs ne s'attaquent pas seulement aux œufs et aux poussins sans défense. Leur voracité les pousse aussi à dévaster le monde végétal. Avec une prédilection pour les fruits du Kentia. Ignorer les ravages occasionnés par cet intrus pourrait se transformer à long terme en véritable menace pour les hommes. Dean Hiscox est pêcheur, moniteur de plongée et garde du parc national. Mais quand c'est la saison, il fait la récolte des graines de Kentia. Ce travail éprouvant est aussi le plus lucratif de l'île. Il peut rapporter jusqu'à 1 000 € par jour. Mais après 3 jours d'escalade, il faut au moins 3 jours de repos. Même pour celui que les autochtones appellent Okka, autrement dit le taciturne. Le Kentia, un palmier endémique de Lord Howe, est aujourd'hui encore l'un des piliers économiques de l'île. Grâce à lui, c'est une part infime de Lord Howe qui s'est installée dans les intérieurs du monde entier. Les pousses de Kentia sont en effet très appréciées comme plantes d'appartement. Si son exportation s'arrêtait, de nombreux insulaires seraient contraints de quitter leur terre natale. Les graines germent au bout de 7 mois. En raison de la forte demande, des nurseries, à savoir des pépinières, ont vu le jour pour cultiver le fameux palmier. Annette Thompson travaille ici. Sous sa direction, 600 000 germes sont plantés et cultivés dans un terreau spécial. Dans ces serres à l'abri des rats et d'autres désagréments de la nature, 90% des plantes arrivent à germination. Mais avant d'en arriver là, Annette doit constamment veiller sur les jeunes pousses.